Donc cette note de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Donc le point numéro 2 est quelques points clés dans le débat culturel et politique actuel. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique, qui est la preuve de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Dans la ligne de cette tendance, il n'est malheureusement pas rare de rencontrer, dans des déclarations publiques, des assertions qui soutiennent qu'un tel pluralisme éthique est la condition de la démocratie. Il en résulte que, d'une part, les citoyens revendiquent la plus complète autonomie de leurs choix moraux, tandis que de l'autre, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents uniquement envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale valeur. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est un peu raide. Ah bah oui, c'est du lourd là. Là je vais sortir l'artillerie lourde là. En plus après le déjeuner, ça c'est bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français dans le texte? Ça veut dire que la politique, on l'a dit ce matin, fait partie de la morale. La morale, c'est-à-dire l'éthique, c'est la même chose, morale et éthique, et c'est-à-dire que une certaine manière d'agir de la personne humaine. Et donc, ce dont parle le texte, il dit actuellement on est face à un certain relativisme. Alors on reconnaît bien notre ami Joseph Ratzinger derrière ce texte, puisque c'est un de ses chevaux de bataille pendant son pontificat. Le relativisme, c'est quoi? Le relativisme, c'est-à-dire à chacun sa vérité. Au fond, à chacun sa morale. À chacun dit ce qui est bien et ce qui est mal. À chacun, au fond, sa propre position. Je te respecte, tu me respectes. Et donc, ce pluralisme, donc, on voit bien que certains érigent ce pluralisme éthique qui est la preuve pour lui d'une décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Ça veut dire quoi, la loi morale naturelle? C'est-à-dire que dans la personne humaine, il y a une nature, et cette nature humaine, il y a une conscience, et cette conscience lui ordonne de faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'objectif dans le bien et le mal dans la personne humaine. Et au fond, cette note dit, aujourd'hui, on érige en fait comme une forme de démocratie le fait de dire qu'à chacun sa vérité. Et que on ne reconnaît pas ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire quelque chose d'objectif dans la nature humaine. C'est un peu et même certains disent, au fond, c'est même la condition de la démocratie. Il faut absolument qu'il y ait ça dans une démocratie, et donc il ne faut pas qu'il y ait d'objectivité, parce que sinon on bride. Vous comprenez? Si on dit qu'il y a une objectivité, on va vous traiter d'intolérant. Si je dis que c'est une table et vous que vous dites que c'est une chaise, oui, c'est vrai qu'on peut s'asseoir dessus. Mais bon, non, vous me respectez pas. Vous me respectez. Pour moi, c'est une chaise. Ah oui, d'accord. Pour vous, c'est une chaise. Oui, d'accord. Bon. Et moi, c'est une table. Ah, pour moi, c'est pas le mariage, c'est l'homme et la femme. Ah non, pour moi, ça peut être selon l'affinité. Indifférencié. Vous voyez, c'est ça le relativisme. Et ça, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est très intrinsèque et quelqu'un qui dit au fond qu'il y a une objectivité dans la nature humaine, et comme il y a une objectivité dans le mariage, eh bien, apparaît comme intolérant par rapport aux autres. Et donc, alors, je vais relire avec ces quelques explications. Des déclarations publiques au tout début, il n'est pas dans la ligne de cette tendance, c'est-à-dire du relatif. Il n'est malheureusement pas rare de rencontrer,
Je suis à la 4e ligne. Mais dites donc, on n'est pas sorti là, à mon avis. Bon, il est malheureusement pas rare de rencontrer dans des déclarations publiques des assertions qui soutiennent qu'un tel pluralisme éthique est la condition de la démocratie. C'est-à-dire qu'au fond, tout se vaut. Il en résulte que d'une part, les citoyens revendiquent une plus complète autonomie dans leurs choix moraux. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Tandis que de l'autre, le législateur pense qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi de l'éthique naturelle pour se montrer indulgent uniquement envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale valeur. C'est-à-dire qu'au fond, d'un côté, les citoyens disent, ben voilà, on est dans un relativisme, à chacun sa vérité. De l'autre côté, le législateur, qui veut avoir les votes des citoyens, évidemment, eh bien, se montre indulgent envers n'importe quelle orientation culturelle ou morale, comme si tout se valait, tout avait une égale valeur. Vous voyez un peu, c'est ce relativisme qui va faire que les lois vont passer ou vont ne pas passer. Donc, voilà, c'est... Alors, on continue. Ça va jusqu'à présent, ça, c'est à peu près clair. Maintenant, c'est... Ah bon. En même temps, en s'appuyant de façon trompeuse sur la valeur de la tolérance, je suis tolérant, je respecte, chacun pense ce qu'il veut, etc. On demande à une bonne partie des citoyens, et notamment aux catholiques, de renoncer à participer à la vie sociale et politique de leur pays selon la conception de la personne et du bien commun qu'ils pensent humainement vrai et juste, qui serait à mettre en œuvre par des moyens licites que le système juridique démocratique met de façon égale à disposition de tous les membres de la communauté politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, quelqu'un qui arrive là-dedans et dit « je suis catholique », oula, danger. Il est mis de côté. Il est mis de côté parce qu'il dit qu'il est catholique, il dit qu'il y a une objectivité, il dit qu'il y a une nature humaine, il dit qu'il y a un bonheur. Il dit qu'au fond, et que derrière les visions politiques, il y a toujours une vision de la personne humaine. Donc interrogez-vous, quelle est la vision de la personne humaine que porte chaque candidat? C'est-à-dire qu'il y a une anthropologie. C'est ça que ça veut dire, l'anthropologie. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur l'homme, sur la personne humaine. Donc, qu'est-ce que porte comme... Or, l'Église, elle, porte un discours sur la personne humaine. Un discours à la fois théologique, que l'on est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui a une chute, il y a eu un péché des origines, que l'homme ait un statut de pécheur sur cette terre, mais un pécheur qui est sauvé et racheté. Ça, c'est une manière de voir la personne humaine. Et que, ensuite, ce rachat, eh bien, et ce salut, nous emmène dans le face-à-face, dans la vie éternelle. Mais vous avez une autre vision de la personne humaine. Vous avez des visions de la personne humaine qui vous disent, tout simplement, non, la personne humaine n'est qu'un amas de cellules qui n'a pas d'avenir au-delà de la mort. Il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas de. Nous ne portons rien en nous qui transcende la matière. Nous ne portons rien en nous qui puisse aller au-delà de la mort. Mais vous savez que si vous pensez qu'il y a un au-delà, ou vous pensez qu'il n'y a pas d'au-delà, c'est deux manières de voir la politique. C'est deux manières, remarquez bien, de voir l'éducation. Ou vous pensez que vous avez mis un enfant au monde pour la vie éternelle, pas moins, c'est-à-dire, vous l'avez mis au monde pour la vie éternelle, ou vous pensez que vous l'avez mis au monde pour la tombe. Point. Donc, vous comprenez que c'est intéressant de voir que ce que dit derrière cette... c'est un peu du condensé, là. Quand des notes doctrinales, c'est vraiment des choses... Mais ce qu'il dit, au fond, c'est que progressivement, on risque, au fond, d'exclure les personnes qui sont catholiques du dialogue
politique et sociale sous prétexte qu'ils portent une vision de la personne humaine. Et qu'ils disent qu'il y a une objectivité dans le bonheur, comme il y a une objectivité dans le mariage, une objectivité dans la nature de l'embryon et de la personne humaine, du stade embryonnaire jusqu'à la mort naturelle. Vous voyez, donc c'est ça, la question du relativisme. Ce qui est là, c'est la question du relativisme. Donc, en fait, sous un aspect trompeur de tolérance, progressivement, c'est ce que dit le système, on met de côté une conception, on met de côté la conception des catholiques. On ne l'accueille pas, parce qu'on l'estime intolérante, parce qu'elle n'entre pas dans ce débat qui est uniquement fait de consensus. C'est-à-dire, est véritable ce qui est consensus. Si on se met tous ensemble ici d'accord pour dire que c'est une chaise, c'est une chaise. Le consensus. Et quelqu'un qui dit non, ça c'est une table. Et la majorité a voté. C'est une chaise. Vous voyez, du coup, ce qui est compliqué, c'est que la personne, l'Église catholique, et puis le catholique, bon, peut-être pas tous, parce que certains, il y a aussi une grande diversité, mais qui arrive avec une certaine objectivité, se sent comme parfois exclu du débat politique, voire montré du doigt. C'est ce qui est marqué là, hein, et sous prétexte de tolérance, hein, s'appuyant de façon trompeuse sur la valeur de la tolérance. On demande à une bonne partie des citoyens, et notamment aux catholiques, de renoncer à participer à la vie sociale et politique de leur pays selon la conception de la personne et du bien commun qu'ils pensent humainement vrai et juste, qui serait à mettre en œuvre par des moyens licites et que le système juridique démocratique met de façon égale à la disposition de tous les membres de la communauté politique. Donc c'est intéressant de voir que, au fond, voilà, ils se sentent exclus. Alors, ça va là, mais vous retravaillerez, c'est du lourd là. Ça, donc là, je sais pas si c'est pour vous réveiller ou vous endormir, c'est bon. Mais dans les deux cas, ça va être une grâce. Donc du coup, l'histoire du XXe siècle suffit à montrer que les citoyens qui ont raison sont ceux qui jugent totalement fausse la thèse relativiste selon laquelle il n'existe pas une norme morale enracinée dans la nature, même de l'homme, au jugement de laquelle doit se soumettre toute conception de l'homme, du bien commun et de l'État. Ça, c'est vraiment... L'histoire du XXe siècle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'histoire des totalitarismes du XXe siècle. C'est ça que ça veut dire. L'histoire des totalitarismes du XXe siècle montre que, au fond, la thèse relativiste, c'est-à-dire la majorité a voté, et donc ce que la majorité a voté, c'est la vérité, hein, et donc il n'existe pas une morale, une norme morale enracinée dans la nature même de l'homme, hein, eh bien cette histoire du XXe siècle devrait au contraire nous mettre la puce à l'oreille et devrait nous dire, attention là, est-ce que dans cette dérive relativiste qui, au fond, sous prétexte de tolérance, ne prépare pas une dictature? Parce qu'il suffit que la majorité vote. N'oublions pas qu'Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir. Pas par un coup d'État. Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est parce que c'est la majorité que c'est la vérité? Et c'est un peu ce que dit ça. Donc, alors que nous croyons qu'au fond, parce qu'il y a une nature humaine, parce qu'il y a un bonheur, il y a aussi un bien commun, le bien commun qui n'est pas forcément l'intérêt général. C'est pas facile à comprendre le bien commun. Le bien commun, c'est ce qui permet à chacun de trouver sa place. C'est pas simplement la somme des intérêts particuliers. C'est pas simplement l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt majoritaire. Mais le bien commun,
c'est que chacun trouve un bonheur. Il y a un bien commun dans une famille, il y a un bien commun en politique. Et l'État, donc conception de l'homme, c'est la dernière ligne du paragraphe, conception de l'homme, du bien commun et de l'État. Parce qu'on a une conception de l'homme, on a une manière de voir la politique, et l'État est là au service de la mise en pratique de cette politique. Vous voyez, donc, ça se tient, c'est très, très rigoureux, très intelligent, c'est de voir ça. Mais vous voyez, peut-être, je ne sais pas si on a parlé un jour de l'écologie. Est-ce que c'est mis c'est mis dans les haltes spi? Non, c'est peut-être pas mis. Parce qu'en fait, ce qui va peut-être nous sauver du relativisme, c'est l'écologie. C'est l'écologie parce que dans l'écologie, l'homme retrouve une place dans la création. Vous voyez, c'est l'homme au fond découvre que il a une place et qu'il doit respecter la création. Qu'il n'a pas simplement à dire à la création ce qu'elle doit être pour qu'elle soit, mais il doit accueillir de la nature des lois, et donc se dire qu'il a une place. Or, le relativisme dit il n'y a pas une place, c'est l'homme lui-même qui fait sa place. Et au fond, l'écologie, c'est très intéressant quand on voit, par exemple, le discours du Benoît XVI devant le Parlement allemand, lors de sa dernière visite en Allemagne. Bien, l'écologie, au fond, va peut-être réouvrir l'intelligence à une objectivité, que tout n'est pas possible, que tout n'est pas en fonction de mes goûts, que tout n'est pas relatif, qu'il y a peut-être une objectivité dans la nature. Il y a peut-être une objectivité et donc ça veut dire que l'homme aussi, il a une place objective, qui ne dépend pas forcément de lui, mais à laquelle il doit, au fond, qu'il doit accueillir. Oui, l'écologie, quelque part, ça nous remet à notre place. Face à une toute puissance d'un désir de consommation, de bien-être, de plaisir, où l'homme, au fond, s'est fait Dieu, grosso modo, et en avait, entre guillemets, les moyens au plan technique. Progressivement, il lui est rappelé, il lui revient comme un boomerang. Non, tu fais partie aussi de la nature. Tu fais partie de la création. Tu n'es pas Dieu. Alors ça, je crois que c'est ça marque au fond, et je crois que cette question-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les catholiques d'entrer, disons, en dialogue avec le monde, mais en tout cas de se positionner en politique, parce que c'est bien en amont de la politique, c'est quelle est la vision de l'homme que nous portons, quelle est l'anthropologie que nous portons. Vous comprenez, et comme catholiques, nous portons une anthropologie philosophique, c'est-à-dire une certaine manière au niveau de rationnel de voir la personne humaine, et puis une anthropologie théologique dans le plan de Dieu, avec une visée qui va jusqu'à l'éternité. Donc c'est à mon avis le point central qui fait les difficultés. Ensuite, le reste, c'est que la face visible de l'iceberg. Les questions de mariage homosexuel, les questions d'embryon, c'est que la face visible de l'iceberg. Mais le fond, il est là. Y a-t-il une nature humaine objective qui demande, en fonction de cette nature humaine, une certaine manière de gouverner? Et donc une certaine manière de mettre les lois. Y a-t-il quelque chose antérieur à la loi sur lequel le législateur doit s'appuyer pour proclamer les lois? Ou est-ce que la loi elle-même s'autosuffit et que la majorité va dire que c'est une loi bonne pour qu'elle soit bonne? Est-ce que parce que c'est légal, c'est moral? Alors bon, je sais que c'est un peu complexe, mais c'est absolument capital. C'est-à-dire,
tout le débat, pas que politique, hein, dans bien d'autres domaines au plan moral, entre l'Église catholique puis les catholiques qui croient à leur Église, et puis et au fond c'est ça, c'est cette question du relativisme. Je continue. Ça va à peu près, ça va. Oui. Objectif, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de moi. Objectivement, c'est-à-dire objectare, veut dire jeter devant. C'est-à-dire que je reconnais l'être l'être de la table, mais il ne dépend pas de moi, qu'il soit table ou pas. Cet être qui est devant moi, il l'est, c'est un être, il n'est pas un être vivant, mais c'est un être. Mais cet être table qui est devant moi, il est objectivement, je le nomme table, parce qu'objectivement, c'est une table. Alors que à objectif s'oppose, ou en parallèle, il y a subjectif. Subjectif, c'est le sujet. Le sujet, c'est-à-dire, subjectivement, j'aime cette table en formica ou pas, bon, le reste, bon, ça c'est subjectif, vous voyez. Subjectivement, je préfère la table Louis XVI, subjectivement, mais c'est ce que je ressens au niveau de l'émotion personnelle, au niveau de ce que je pense, qui va faire que... mais le problème, c'est quand les lois sont faites sur l'émotion, en termes par exemple de sécurité, qu'est-ce qui est objectif? Vous n'empêcherez jamais qu'il y ait des tarés qui circulent dans la rue. Je suis désolé, mais bon, des gens malades qui circulent et qui font des drames atroces, vous ne l'empêcherez jamais. Est-ce que à chaque drame, à chaque acte criminel qui secoue la population, il faut le faire une loi? Est-ce qu'à chaque fois, oui? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est réaliste de dire à chaque fois, parce que du coup, comme je sais que ça va gagner des votes. Parce qu'il faut être plus dur, il faut être plus dur, voilà, c'est la nature humaine qui est pécheresse, et puis il y a des personnes qui sont détraquées, voilà, c'est tout. Vaut mieux pas trop les rencontrer, mais c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais vous voyez, ou alors est-ce qu'objectivement, qu'est-ce qui est objectif par rapport en termes de sécurité? Ça veut dire aussi, objectivement, dans la nature humaine, il est important de laisser une place au mal. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, dans cette nature pécheresse, les conséquences du péché. Pour nous, du péché originel. Donc, bien sûr, il faut protéger les citoyens. Mais de faire une loi à chaque drame, ce n'est pas comme ça que l'on va... Peut-être en amont, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les familles, d'où viennent ces personnes détraquées. Elles ne sont peut-être pas nées comme ça, il y a quelque chose dans leur propre famille qui a fait que, est-ce qu'on accompagne les familles en difficulté? Est-ce que on prévient les drames? Est-ce que des familles qu'on sent très fragiles, il y a une assistance? Mais ça coûte de l'argent. Et comme les caisses sont vides, faire une loi, ça coûte rien. Prendre l'exemple de... Vous voyez, donc, vous comprenez ce que veut dire objectif? Vous voyez, qu'est-ce qui est... Pour la loi sur le mariage, c'est pareil. Objectivement, le mariage, c'est l'union monogame d'un homme et d'une femme. Maintenant, quelqu'un vous dit... Ah ben non, mais moi je suis d'une autre culture. En fait, ça c'est votre culture. Parce que nous croyons que le mariage, justement, c'est ce désir de communion entre les personnes, et que cette communion entre les personnes, au fond, l'amour demande l'altérité, c'est-à-dire la différence, et que la première différence, c'est la différence homme-femme. Et pourquoi monogame? C'est-à-dire avec une seule femme, parce que précisément cette communion, pour être vécue pleinement, doit être vécue avec une seule personne, parce que c'est justement dans cette union que l'on va pouvoir vivre l'enracinement de la communion. C'est dans cette unicité d'un amour unique.
Quelqu'un vient avec une autre culture. Il vous dit, mais ça c'est, au fond, c'est judéo-chrétien votre truc. Moi j'ai une autre culture, moi je peux avoir plusieurs femmes. Pourquoi vous ne me le reconnaissez pas? Alors aujourd'hui, pour le moment, ça ne passerait pas au niveau des lois. Mais vous voyez, qu'est-ce qui est objectif dans le mariage? Alors, les manières de vivre le mariage ont évolué de par les siècles, mais qu'est-ce qui fait le cœur de la nature matrimoniale? Et de même, certains disent, mais non, moi je suis avec... on est deux hommes ensemble, on est deux femmes ensemble. Hein, l'amour vient de Dieu. Pourquoi ça vous change rien? Je vous demande pas de vous mettre avec une femme. Pourquoi vous ne nous laissez pas? Vous êtes intolérant. Vous êtes discriminant. Oui, c'est pas facile à démonter comme argument, parce que dire au fond que l'homme et la personne humaine a d'abord à accueillir une nature, à sa propre nature. Il ne fait pas sa nature, il l'accueille. Mais ça, vous voyez, c'est l'intelligence humaine est fécondée par le réel. Ce n'est pas elle qui dit au réel ce qu'il est. Elle reçoit du réel un message, une fécondité. C'est pas simple, mais c'est absolument central. C'est-à-dire pour tout. Ça va être clivant, au fond, pour tout. Pour la place de l'économie, par exemple, pour la place... Alors que, qu'est-ce qui est objectif dans l'accueil des étrangers, par exemple? Parce que ce qui est assez étonnant, dans la position de l'Église catholique, en tout cas dans les positions récentes, c'est qu'à la fois la défense de la personne dès le stade embryonnaire jusqu'à la mort naturelle, donc sans recourir à l'euthanasie active et en protégeant l'embryon, mais aussi ça s'inscrit dans la protection de la personne fragile et donc de la personne immigrée. Et là, on sent les catholiques, en tout cas pas tous, mais qui sont déjà beaucoup moins bienveillants. Je veux dire, alors qu'est-ce qu'il y a d'objectif dans un des principes de la doctrine sociale de l'Église? Il y a l'accession universelle aux biens. Les biens de la terre sont à tous. C'est pas quelques-uns. Ils sont à tous. Tous, de par notre nature humaine, objectivement, nous avons le droit de nous nourrir, nous avons le droit de nous vêtir, d'avoir un logement, d'avoir une éducation, une santé, une protection au niveau de la santé. De la nature humaine. C'est pas une question de vote. Qu'on le vote très bien, mais c'est de par la nature humaine. On a le droit. Et donc, la disposition universelle des biens, c'est un des points centraux de la doctrine sociale de l'Église, ce qui veut dire qu'il faut partager aussi. Il faut s'interroger sur le gaspillage dans nos sociétés, qui est quand même massif, et qu'on ne peut pas empêcher des familles qui veulent vivre de venir... voilà, vous seriez assoiffé, vous voyez un robinet, ben vous y allez. Alors qu'est-ce qui est objectif dans l'accueil des personnes étrangères, dans l'immigration? Et pour le coup, pour la question des Roms, vous vous rappelez, pour la question des Roms, c'était la dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est 2010, oui. Et donc, la question des Roms, c'était, ah oui, on a brandi les Roms comme si on allait être envahi par tous les romanichels possibles et imaginables. Et donc, on voyait tout de suite notre porte-monnaie plus ou moins volé, voilà. Et du coup, l'Église est montée au créneau et dit, attention, si vous commencez à faire un tri dans l'expulsion des personnes en fonction de leur origine, alors là, c'est compliqué. Là, on va où? On va vers l'abîme.
Parce que ça s'arrêtera où? Ensuite, ce sera selon la religion. Qu'est-ce qui est objectif dans l'accueil des étrangers? Ça va? Vous voyez? Donc, c'est pas simple parce qu'on voit bien que les catholiques sont plus sensibles pour monter, et c'est pas les mêmes, c'est marrant du reste, pour monter au créneau pour la défense des immigrés, c'est certain, et pour la lutte contre l'euthanasie, c'est d'autres. C'est-à-dire que ça se recouvre pas forcément, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas les mêmes tendances, quoi. Bon, ben voilà, ça fait partie mais les deux sont dans l'Église catholique. Et je crois que ça c'est intéressant de dire que, parce qu'il y a une défense du bien commun, hein, la disposition universelle des biens, c'est-à-dire le fait qu'on, comme personne humaine, on a le droit. Il n'y a même pas besoin de loi, on a le droit. On a des devoirs aussi, mais on a le droit. Et quelqu'un qui vient pour faire vivre sa famille, ben voilà. Donc, maintenant, il faut voir comment le mettre en œuvre, bien sûr, mais alors on continue. Ça va? Oui, ça va. Cette conception relativiste du pluralisme n'a rien à voir avec une légitime liberté qu'ont les citoyens catholiques de choisir parmi les opinions politiques compatibles avec la foi et la loi morale naturelle. La loi, je rappelle la loi morale naturelle, c'est-à-dire en fonction de ma nature, il y a une manière objective de concevoir le bien et le mal. C'est ce que ça veut dire, la loi morale naturelle. Celle qui, selon leurs propres critères, correspond le mieux aux exigences du bien commun. C'est-à-dire que là, il est dit clairement, s'il y a plusieurs partis qui, en face de vous, sont fidèles à la loi naturelle et poursuivent le bien commun, mais avec des moyens qui sont différents, libre à vous, au fond, de choisir entre ces moyens et donc entre ces partis. C'est ça que ça veut dire. La liberté politique n'est pas fondée et ne peut pas l'être sur l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont la même vérité et la même valeur, mais sur le fait que les activités politiques visent, pour chaque cas, à réalisation extrêmement concrète du vrai bien humain et social dans un contexte historique, géographique, économique, technologique et culturel bien déterminé. Donc c'est ça. De dire au fond, c'est que la liberté politique, c'est pas de dire je pense que je veux, j'entame n'importe quel programme, mais c'est de mettre en œuvre les moyens pour atteindre le bien commun. La réalisation concrète et la diversité des circonstances engendrent généralement une pluralité d'orientations et de solutions qui doivent toutefois être moralement acceptables. Et il n'appartient pas à l'Église de formuler de solutions concrètes, et encore moins des solutions uniques, pour des questions temporelles que Dieu a laissées au jugement libre et responsable de chacun, bien qu'elle ait le droit et le devoir de prononcer des jugements moraux sur les jugements temporels lorsque la foi et la morale le requièrent. Donc, c'est long comme phrase, alors. Il ne sait pas mettre les points. Donc, du coup, au fond, l'Église n'a pas à dire quels sont les moyens concrets à mettre en œuvre pour atteindre, on l'a vu un peu ce matin, atteindre le bien commun. Ce n'est pas de son ressort, mais ce qui est de son ressort, c'est de dire, au fond, ce qui est moralement acceptable. C'est ça ce que son ressort. Elle doit dire ce qui est moralement acceptable. Parce qu'il y a, au fond, la question des choses temporelles ne la regarde pas. Mais en revanche, la manière d'aborder les choses temporelles, elle a quelque chose à dire en fonction de l'Évangile. Si les chrétiens sont tenus de reconnaître la légitime multiplicité et la diversité des opinions temporelles, ils sont également appelés à s'opposer à une conception du pluralisme marquée par le relativisme moral, qui est nuisible à la vie démocratique elle-même, celle-ci ayant besoin de fondements vrais et solides, c'est-à-dire de principes éthiques qui, en raison de leur nature et de leur rôle de fondement de la vie sociale, ne sont pas négociables. Alors, là on arrive à un autre point. Est-ce qu'il y a des points non négociables?
est-ce que dans les programmes politiques, alors, est-ce que c'est le début de la phrase? Comme ça fait 15 lignes les phrases, bon voilà. Donc, on est tenu de respecter, bon, il y a une légitime diversité, ok, mais on est appelé à lutter, au fond, à s'opposer au relativisme moral, qui est nuisible à la vie démocratique elle-même. Ça, on pourrait voir, ça nous ouvrait un autre débat, parce qu'au fond, la vie démocratique la politique a besoin de fondements. C'est ça la question, c'est forcément, derrière une vision politique, il y a un fondement. Derrière une manière de légiférer, il y a un fondement. Sur quel fondement chacun s'appuie? Forcément. Forcément, il y a une base. Il y a une conception de l'homme. Donc, voilà. Mais au fond, est-ce qu'elle a besoin de dire quels sont les principes qui ne sont pas négociables? Alors, on continue. Ça va jusqu'à là, c'est un peu... J'étais un peu ambitieux là, Puis je vous ai donné un autre... Ça je pensais pas le travailler maintenant, ça je voulais vous le donner en partant comme ça pour que vous connectiez les neurones un peu. Mais ça c'est plus facile. Ça c'est élection 2012, éléments du discernement. Ça c'est plus facile. Maintenant on terminera à l'heure. Bon, si on fait pas tout, c'est pas grave, il n'y a aucune gravité là-dessus. Voilà, alors ça, c'est un petit peu le même. Je vous propose d'aller au numéro 3, au grand 3. Face à ces questions, alors il faudrait peut-être reprendre juste avant, c'est-à-dire le paragraphe d'avant qui commence « Quand l'action politique est confrontée à des principes moraux ». Vous y êtes? Alors, on commence. Quand l'action politique est confrontée à des principes moraux qui n'admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis. Parce qu'au fond, la politique, c'est aussi le compromis. C'est ça le problème. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui n'acceptent pas de compromis? L'exigence des catholiques devient plus évident, l'engagement des catholiques devient plus évident et se fait lourd de responsabilités. Face à ces exigences éthiques fondamentales auxquelles on ne peut renoncer, les chrétiens doivent en effet savoir qu'est en jeu l'essence de l'ordre moral qui concerne le bien intégral de la personne. Tel est le cas des lois civiles en matière d'avortement et d'euthanasie, à ne pas confondre avec le renoncement à l'acharnement thérapeutique qui, même du point de vue moral, est légitime, qui doivent protéger le droit primordial à la vie, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. De la même manière, il faut rappeler le devoir de respecter et de protéger les droits de l'embryon humain. De même, il faut préserver la protection et la promotion de la famille fondée sur le mariage monogame entre personnes de sexes différents et protéger dans son unité et sa stabilité face aux lois modernes sur le divorce. Aucune autre forme de vie commune ne peut en aucune manière lui être juridiquement assimilable, ni ne peut recevoir en tant que telle une reconnaissance légale. De même, la garantie de liberté d'éducation des enfants est un droit inaliénable des parents reconnu, entre autres, par la Déclaration internationale des droits humains. On ne peut exclure de cette liste le droit à la liberté religieuse et le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun, dans le respect de la justice sociale, du principe de solidarité humaine et de la subsidiarité, qui veut que les droits de toutes les personnes et de toutes les familles, de tous les groupes, et que l'exercice de ces droits soit reconnu. Alors là, il y a des points, là, à mon avis, ça, il décrit les points non négociables. Alors, si vous voulez, on va les reprendre, justement. L'action politique est confrontée aux principes moraux
qui n'accepte ni dérogation, ni exception, ni compromis. Là, c'est vrai que il y a plusieurs questions. Premièrement, la question du statut de l'embryon, le statut lié à la vie, en fait, le respect de la vie. La question liée à la fin de vie, donc à l'euthanasie. Ensuite, la protection et la promotion de la famille, comme cellule de base de la société. Mariage monogame entre personnes de sexe différents. Et aucune autre forme de vie commune ne peut être comparée à cette forme-là, parce que c'est ouvert à la vie, entre autres. La liberté d'éducation des enfants, c'est-à-dire que les parents choisissent, pour prendre l'exemple de la France, de même dans un établissement privé ou dans un établissement public, de donner une éducation religieuse ou pas. Mais c'est vrai que si par exemple l'établissement privé catholique est à un moment donné plus soutenu ou moins soutenu par l'État, ça voudra dire que concrètement, il y a une moins grande possibilité pour les parents de choisir. Parce qu'ils devront, eux, compenser l'absence de soutien économique par une plus grande participation financière. Donc ça veut dire que, au fond, cette liberté d'éducation est un droit inaliénable. Il y a eu des tentatives de réduire, par exemple, le soutien donné à l'école catholique, à l'école privée, 90% catholique, mais à l'école privée. Donc, et on ne peut exclure non plus de cette liste la liberté religieuse. C'est-à-dire que si, par exemple, demain, je ne peux plus, alors, être en habit dans la rue. Je vais vous raconter une petite histoire. Les frères allaient, les gens aiment bien les histoires, les frères croisent monsieur le maire d'Haute-Marsheim. Et ils le croisent, vous allez où? On va donner des cours de religion à l'école publique, parce que vous ne savez pas que le concordat, dans cette terre alsacienne, permet dans l'école publique que des personnes, religieux, prêtres ou non, en habit, etc., aillent donner des cours de religion, qui n'est pas le catéchisme, c'est autre chose. Et le maire de répondre, profitez-en bien, parce que ça ne va pas durer. Mais à mon avis, vous voyez déjà ses opinions, parce que, vous voyez, la question de la liberté religieuse, et le développement dans le sens de qu'est-ce qui est objectif dans notre civilisation française. Est-ce que toutes les religions se valent en France? Non. Non, mais vous voyez, c'est pas que je dis que toutes les religions ne se valent pas en France. De même que je sais pas quoi, en Russie, toutes les religions ne se valent pas, de même qu'en Tunisie, toutes les religions ne se valent pas. Est-ce que toutes les civilisations se valent? Ça répond en même temps à la question. Je veux dire, donc du coup, c'est important de dire ça, de dire que qu'est-ce qui est objectif dans notre réalité française? C'est qu'on ont été façonnés par l'Église catholique, par le catholicisme, qu'on croit ou pas. Donc, vous voyez donc, si on nie, comme c'est le cas de la Constitution européenne, les fondements chrétiens de l'Europe, pour les remplacer par des fondements spirituels, c'est quand même difficile après. Et ensuite, pour terminer, donc là, le développement dans le sens d'une économie qui soit au service de la personne et du bien commun. C'est-à-dire que c'est aussi important la défense de l'embryon que la défense d'une économie qui soit au service de la personne. C'est mis sur le même plan. Du respect de la justice sociale, de la solidarité humaine, de la subsidiarité, ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire que l'échelon supérieur n'a pas à faire ce que peut faire l'échelon inférieur. Par exemple, ce que peuvent faire les États, l'Union européenne n'a pas à le faire.
Ce que peut faire une famille, ce n'est pas l'État de le faire, etc. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Hein. Donc, je vous laisse un peu à travailler cette question-là, qui est vraiment une... Bon, il faut un petit peu s'y accrocher, il faut y aller avec un crayon. C'est pas comme les magazines. Voilà, on lit pas ça comme. Mais en même temps, je trouve que ça donne des clés pour lire les activités politiques, mais au cœur. C'est-à-dire, pour pas rester dans des débats de personnes, parce que ou des choses épidermiques, des choses subjectives. Mais qu'est-ce qui est au cœur et au fondement des différentes politiques?